se retrouve dans l'anamorphose qu'on a vue d'Holbein et des ambassadeurs, dans le basculement dans l'espace. Si on prend cette boule sur son plan et qu'on fait basculer ce plan dans l'espace, nous avons l'anamorphose de ce plan d'illusion de volume qui commence à devenir ce résumé de traits accumulés optiquement, pas besoin de tirer des bâtons les uns après les autres, optiquement ça se fait tout seul, c'est-à-dire un trait en plat et en délié. Ce trait en plat et en délié, c'est ça. Sous deux illusions. Illusion du volume, basculement de ce volume dans un autre plan. D'où la splendeur de la ligne puissance. Cette ligne puissance, Chaland en fait éminemment usage. Ayant étudié Hergé, ayant étudié Jacobs, ayant admiré Gigé, ayant adoré Franquin, Chaland condense dans son dessin la puissance de cette ligne. C'est-à-dire que tout ici est ligne claire et tout est ligne puissance dans le volume, dans l'espace, dans la profondeur. Et il y a là un mélange très subtil de ces deux ordres. Et c'est pour reprendre ce que j'avais développé l'année dernière d'un mot, cette ligne puissance que Chaland utilise, il l'utilise éminemment dans son récit sur les histoires du jeune Albert, parce que raconte toute une partie des histoires du jeune Albert? Elle raconte la puissance du contour, la puissance de l'expression, la puissance du volume, la rapidité d'exécution du trait de pinceau, lequel trait de pinceau se retrouve comme des stigmates sur le corps d'Albert. Et c'est de là qu'il tire un système humoristique, parce que les stigmates sur le corps nous font rire, parce que nous sommes touchés par le corps d'Albert stigmatisé. Nous ne rions jamais des stigmates sur Tintin qui a une bosse ou qui a une plaie, mais nous en rions sur le corps du jeune Albert. Et il y a évidemment là des puissances qu'a développé Chaland, puisque nous rions de stigmates posés sur le corps d'un enfant, de choses monstrueuses. C'était aussi pour exprimer que Chaland avait ouvert une nouvelle voie à l'humour. Alors, partie 2. Ça, c'était le résumé de l'exposé l'année dernière. Maintenant, on va essayer d'intégrer le mouvement des personnages. Vous avez vu au début de la partie 1, avec l'art séquentiel de Will Eisner, que le mouvement était dû à la succession des images. Et que la succession, la séquence des images nous donne le mouvement et le déroulé de l'histoire dans l'espace et dans le temps. Hergé a éminemment réussi ça. Mais quand il commence à faire un gros plan, ça va plus. Peut-être parce qu'il manque un mouvement des personnages. Alors le mouvement des personnages, on revient encore en arrière, a été décodé par Muybridge en 1878. Jusque-là, on n'avait pas de saisie du galop du cheval. L'œil humain était incapable de savoir comment galoper un cheval. Il a fallu la chronophotographie et les photographies chronométrées de Muybridge pour dérouler le galop du cheval. Et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe un basculement très important. Non seulement on accède au déroulé du galop du cheval, mais jusque-là, on donnait le galop du cheval par des positions privilégiées depuis l'Antiquité. On choisissait une position idéale en disant le cheval galope, ce sera ça. Par exemple ça.
Mais on n'avait pas idée des autres représentations du galop du cheval. Et qu'est-ce qui apparaît ici, dans la décomposition du mouvement? C'est qu'il y a évidemment quelques poses qui semblent privilégiées, mais il y a beaucoup de poses qui sont quelconques. Donc on sort d'un système de représentation pour en trouver un autre. On passe des poses privilégiées aux poses quelconques. Et c'est ça que Muybridge nous dit. Alors le plus grand exemple de la pose privilégiée depuis l'Antiquité, c'est le discobole. C'est-à-dire que c'est une situation, c'est une pose intenable. Si on devait ne serait-ce que tenir 2 minutes ou 5 minutes comme ça, sauf à être un très grand danseur, et encore, on n'y arriverait pas. En plus, on n'est même pas certain que les proportions du corps soient justes. Et heureusement qu'elles ne sont pas justes, parce que l'idée, c'est pas de prendre un corps tel qu'il est et de lui donner la position du discobole. L'idée, c'est de donner la sensation du mouvement et surtout de la tension interne du mouvement qui va se développer. Et ça, c'était l'obsession des plasticiens jusqu'à ce qu'arrive la chronophotographie. Contemporain de Muybridge, nous avons Étienne Jules Marais, français, qui en 1870, c'est très important, hein, la photo se développe à partir de 1850, elle est née en 1839, en 1850 on commence à avoir les premiers appareils qui commencent à fonctionner un peu valablement, et puis le temps de pause se raccourcissant, à partir des années 70, on peut commencer à photographier à l'intérieur de la seconde, donc voir des choses que l'œil ne voit plus. Et Étienne Jules Marais fait ce travail magnifique, non pas de décomposition du mouvement, mais de représentation du mouvement dans sa décomposition. Et il le fait en mettant des bandeaux blancs sur un homme costumé en noir, sur le bras, sur les jambes, etc. Et en prenant les photos juxtaposées de ce développement du mouvement, et après ça en faisant un remontage pour nous montrer le déroulé de ce mouvement. Alors évidemment, Marais a eu un impact énorme sur la représentation visuelle et sur la peinture, le développement des peintures des futuristes, italiens notamment, même du cubisme si on veut. Tout ça est issu de ces représentations visuelles d'Étienne Jules Marais. Les plasticiens ont compris qu'avec l'arrivée de la photo, quelque chose de neuf se passait et qu'on allait pouvoir faire usage de nouvelles représentations. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Marais et Muybridge? C'est qu'on a un mélange de poses remarquables avec des poses tout à fait quelconques, même un peu ridicules. Et par conséquent, on a ici comme un personnage de bande dessinée, on y va, Tintin, partons à l'aventure, il marche, mais il y a des endroits où il est arrêté dans son élan, pris dans son élan sur des poses pas fameuses. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de dire qu'en fait, la représentation de l'espace est soumise maintenant au temps. C'est le temps qui décide quand on représente l'espace. Et ça n'est plus l'espace qui nous donne la sensation du temps. L'espace, quand on avait la sensation du temps par la rotation de la Terre ou par le cadran solaire sur le cadran solaire, nous avions une représentation du temps donnée par l'espace. Maintenant, il y a inversion à partir de Muybridge. C'est le temps qui décide quand il représente l'espace. Et ça, c'est un énorme changement. Alors, comme j'ai dit, ça a obsédé un grand nombre de peintres au tournant du siècle. On a Marcel Duchamp qui, en 1912, fait le nu descendant l'escalier. C'est une très belle peinture, mais quand on a vu les photos d'Étienne Jules Marais, bon, elle est bien, mais elle ne me fascine pas tant que ça à ce moment-là. Heureusement, Duchamp a fait d'autres choses beaucoup plus belles. Mais c'est pour montrer qu'il y avait une effervescence autour de cette représentation de la décomposition du mouvement. La question est donc entrée dans la bande dessinée.
comment représenter le mouvement des personnages. Maurice, qui a fait Lucky Luke, et qui a, avant de faire Lucky Luke, a fait du dessin animé, a donc très bien étudié la décomposition du mouvement dans ses moments clés et ses phases intermédiaires. Et il en a déduit une règle très simple. Il faut toujours représenter le mouvement à un point de départ ou un point d'arrivée. Par exemple, le bagnard ici, point de départ, point d'arrivée. À ce moment-là, nous avons une bonne sensation ou une bonne perception du mouvement. Alors, à partir de ce moment-là, se pose la question, à partir d'Étienne Jules Marais et de Muybridge, quel type de position on va représenter dans la bande dessinée. Puisqu'un nouveau regard a été porté sur la représentation du mouvement, est-ce que les personnages vont représenter des poses remarquables, style disco-ball, de dos, ou des poses quelconques, arrêtées à un moment donné, comme ça, en plein mouvement. En tout cas, il est clair qu'à partir de Marais et de Muybridge, la bande dessinée est libérée par rapport à la peinture d'une représentation du mouvement. Elle n'est plus tenue à représenter un mouvement idéal comme le disco-ball, elle peut représenter un mouvement quelconque. La question est de savoir si elle va vraiment représenter un mouvement quelconque. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement, dans des mouvements dits quelconques, une certaine représentation remarquable malgré tout du mouvement? C'est-à-dire que, comme dans le choix des personnages qui marchent de Muybridge, est-ce qu'Hergé aurait vraiment choisi cette représentation quelconque du mouvement de Tintin? C'est pas sûr, et je pense qu'il ne l'a jamais fait. Il a toujours cherché une représentation assez remarquable. Donc Muybridge ouvre une voie, mais elle n'est pas complètement exploitée par les dessinateurs de bande dessinée. Alors qu'elle pourrait. Mais ils ont senti, notamment à travers le travail de décomposition du mouvement de Maurice, qu'il ne fallait pas trop y aller. Donc je reviens ici. Voici des poses quelconques, voici des poses plus remarquables. Il me semble bien qu'Hergé a plutôt privilégié ce genre de poses, malgré tout. Et non seulement Hergé, mais ses collègues de bande dessinée. Et qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils privilégient des poses remarquables, mais en plus, ils nous donnent toutes les lignes de vitesse. C'est-à-dire, c'est à chaque fois un dessin une photo d'Étienne Jules Marais ou un nu descendant l'escalier de Duchamp. Donc finalement, il n'y a rien de quelconque dans ces poses. Il y a juste l'exploitation d'une nouvelle représentation du mouvement par la durée supposée, en juxtaposant par les lignes de vitesse l'idée que le point a été vu à plusieurs endroits, que Dalton a sauté plus haut, que Avrel a basculé en arrière, et non seulement cette représentation de la vitesse, mais avec des intensités, le petit nuage, la petite étoile ici. Donc en fait, les dessinateurs de bande dessinée au XXe siècle n'ont pas exploité les poses quelconques, ils ont juste exploité la représentation des différentes décompositions du mouvement, mais pas plus que ça. Et cette décomposition, c'est toujours une pose remarquable qui est censée nous donner une vue de ce mouvement. Et finalement, c'est ce qu'on voit. Quand Avrel reçoit un coup de poing, ben, il est une sorte de disco-ball en lui-même. Si bien que Maurice, qui était très attentif à tous ces points-là, a développé une certaine représentation du temps condensé à travers les petits points qui représentent le trajet des balles, c'est-à-dire, je ne sais pas, un dixième de seconde ou un centième de seconde, représenté par un trajet en pointillé. C'est, pour la balle, exactement la représentation d'Étienne Jules Marais.
Donc, Maurice intègre les deux représentations simultanément. Alors, maintenant, on va développer un dernier point, partie 2, lié à la question du cinéma. Le cinéma, un film, dans la typologie que développe Gilles Deleuze par rapport à image-mouvement, un film pour Deleuze est composé de 3 types de plans qui sont des plans d'ensemble, des plans moyens et des gros plans. Alors j'ai noté ici le plan d'ensemble, selon Deleuze, est une image-perception. C'est un panoramique. C'est la perception du paysage, c'est la perception, la recherche perceptive de l'espace. Perception, hop, Tintin, plan d'ensemble dans la campagne écossaise. Le plan moyen, en cinéma, est souvent exploité comme un plan d'action. Il sert à définir l'action d'un personnage, le mouvement d'un acteur qui agit et se voit agissant. Ici, la représentation de l'agissement de l'acteur est beaucoup moins bonne au cinéma dans un plan d'ensemble. C'est ici que nous ressentons l'action. Et le gros plan, dans le film, c'est l'image-affection. Et l'image-affection, c'est le plan sur le personnage. Peut-être qu'Hergé, qui avait une certaine ambition cinématographique, aujourd'hui comblée par Spielberg, est devenu obsédé de son général Alcazar en gros plan, parce qu'il a senti que le gros plan, il n'en avait pas dans son œuvre, qu'il ne pouvait y accéder que par cadrage, par un artifice, et non pas par représentation directe du gros plan. Or, la représentation directe du gros plan est déclencheuse d'émotions, et c'était peut-être cette émotion-là qu'Hergé cherchait, qu'il n'avait pas donnée dans son œuvre jusque-là. Alors, comme on est au cinéma avec Deleuze, restons aussi avec Gossens, qui s'en amuse beaucoup, et qui a fait une page spéciale cinéma, ou spéciale cinéphile, que je vous lis, et le reste de la lecture sera très rapide. Clark Gable, dans le rôle principal de la scène inoubliable de la structure de la matière, pour lequel il toucha un cachet fabuleux. Voici une séquence cinéma où Clark Gable joue. Tac, 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 tac. Le gros plan, c'est ce zoom avant sur le personnage, tel qu'Hergé l'a fait avec le cigare d'Alcazar, et tel que Gossens le poursuit, bien au-delà de ce qu'a fait Marc-Antoine Mathieu avec son zoom infini dans 3 secondes, jusqu'au cœur même de la matière. Et puis nous avons le commentaire du critique de cinéma qui trouve cette scène fabuleuse. Voilà. Donc Gossens, qui est un grand maître de l'espace et du temps, et un très grand maître du temps, a compris que le gros plan avait un rôle très particulier à jouer dans la perception de ce temps. Et il en fait une page de dérision, parce qu'il adore rire même de ce qu'il aime, ou surtout de ce qu'il aime. Alors vous noterez que le passage de ce dessin entouré de bleu à celui-ci est un passage douloureux, graphiquement. Parce que nous passons d'une sorte de ligne claire à une sorte de ligne ombrée, à un retour du clair-obscur.
une ligne claire où la ligne condense l'obscurité, dans le zoom, l'obscurité se répand sur la ligne et reprend sa place. Il y a donc changement de registre graphique pour le prix du zoom. Goossens prend conscience que pour faire fonctionner son zoom, il doit passer d'un registre à un autre. On retrouve notre roman photo, qui lui, en tant qu'imitateur du cinéma, il n'a pas de problème avec ça. Alors j'ai pas assez de romans photo, donc j'ai pris un exemple pauvre de deux gros visages. Mais on voit des gros plans en roman photo, en cinéma, et ça marche pas mal. On est plus près, on est plus loin, ça gêne pas. Mais en bande dessinée, ça fonctionne pas bien du tout. Et même si le gros plan est très bien identifié, a une présence, le registre graphique est sacrifié. Mais qu'est-ce qui est gagné dans la présence du gros plan, tel que l'a défini Deleuze avec son gros plan image-affection, image-affection, émotion. Ce qui est gagné, c'est l'émotion, par la présence du gros plan. Ce que ça nous rapporte, à travers cette émotion, c'est la présence de l'acteur ou de l'actrice. Et cette présence devient une présence où chaque petit battement de cils va jouer son rôle, où chaque vibration sur la peau va jouer un rôle. Et ces vibrations ou ces battements de cils vont nous introduire dans un temps, une saisie directe du temps. Pour Deleuze, les traits du gros plan sont des traits de visagéité, comme la représentation d'une horloge est un visage, parce que nous saisissons le temps de l'aiguille qui passe. Un gros plan, quel qu'il soit, que ce soit un objet, une horloge, un visage, est une saisie du temps, et d'un temps beaucoup plus pur que le temps du schème sensorimoteur ou de l'art séquentiel de Will Eisner. Trait de visagéité, gros plan de l'horloge. On aurait pu faire un gros plan encore plus grand. Il suffit d'un infime déplacement d'un dessin à l'autre et le temps change et le temps se marque. Trait de visagéité, passage du temps, l'autre visage est différent. Un petit déplacement a eu lieu, on a ressenti le temps passer. Conclusion, cette partie 2, c'est le temps retrouvé, soi-disant en Proust, c'est-à-dire le temps intégré à l'image, non pas le temps entre les images, non pas le temps dans l'espace blanc entre les images, dans l'intervalle. Oui, ce temps existe, mais il y a par la ligne puissance et les traits de visagéité un temps intégré au mouvement interne de l'image, au mouvement propre du dessin. Et ça, c'est la novation. Hergé n'a pas pu passer ce cap-là. Il est resté bloqué à son trait uniforme. Il a essayé de rentrer dans cette nouvelle perception du temps et il n'y est pas arrivé. Il est resté en surface. Il n'y a pas d'émotion qui se suscite sur ce visage. Et les émotions ne fonctionnant pas, elles sont artificiellement représentées par des gouttelettes autour du personnage. Vous avez donc, dans le zoom avant de Goossens, ce zoom avant et cette présence du personnage d'Einstein, et cette gestion du temps par Goossens dans son court récit dans cette page, cette gestion du temps qui vous a suscité des émotions et qui vous a fait rire.
Vous avez donc cet effet de zoom qui avance et qui fonctionne. Mais il avance à un prix chez Goossens. Il avance au prix du détricotage de l'unité graphique. Le Einstein d'ici est composé graphiquement différemment de celui-là. Le Einstein d'ici est comme celui-là en gros plan, mais il est différent de celui-là. Bien plus, le détricotage graphique se ressent sur les détails. La moustache d'Einstein, à ce point travaillée, élaborée, pour qu'on en ressente la vieillesse et les petits poils, est une moustache effacée ici. C'est-à-dire que constamment, Goossens ajuste son dessin à la représentation. Il ajuste son dessin au besoin de représenter de devant ou de derrière, de loin ou de près. Et ces ajustements créent des distorsions dans la logique graphique de la planche. Ces distorsions sont faibles chez Goossens et elles ne vous ont pas empêché de rire de la situation. Donc, Goossens n'est pas loin de son objectif, il l'a même très bien atteint. Simplement, il faut savoir que Goossens utilise cette perception du temps pour générer une certaine émotion liée à la dérision, à l'humour, c'est-à-dire à une représentation de dénonciation d'un certain type de comportement stéréotypé. Et il va insister là-dessus, et donc, comme c'est ça son message, peu importe la parfaite cohérence graphique, il est prêt à la sacrifier, ou en tout cas à ne pas en tenir compte comme un élément essentiel. Là où Hergé n'a pas osé quitter sa cohérence graphique et n'a rien obtenu, Goossens n'hésite pas et il obtient quelque chose dans la saisie du temps. Alors, on revient ici à notre ami Bilal, qui, dans la représentation excessive de la présence des matières et de la lumière, commence lui-même à dissocier encore davantage le texte et l'image. Et il revient vers le roman photo, et même s'il arrive à faire fonctionner certains plans dans une certaine perception du temps, il a un amalgame entre le texte et l'image qui ne fonctionne pas bien. Donc Bilal ne représente pas une solution aboutie à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous revenons, pour une dernière fois, en conclusion, à ce magnifique strip de Chaland, resté inédit. Chaland a réussi dans sa planche, et particulièrement dans ce strip, à composer une unité graphique extrêmement cohérente, liée par la ligne puissance du contour des formes, où il a pu zoomer en avant sur le visage, sans détruire la composition, donc la narration, la fluidité de la narration, et où par les traits de visagéité, c'est-à-dire de zoom avant sur ce visage, il a pu nous faire comprendre des légers déplacements dans le visage, lesquels déplacements ont agi sur le texte et agi sur nos émotions. Et donc, en synthèse, pour cette réussite graphique de Chaland, vous avez les trois ingrédients qui sont la ligne puissance au pinceau avec son basculement de plan, le mouvement quelconque, et c'est là que Muybridge est important, parce que le zoom avant est un mouvement quelconque, non pas un mouvement remarquable, par le zoom et l'agrandissement, et les traits de visagéité qui donnent une sensation de mouvement intensif, intensifié par le passage minuscule d'un moment à un autre qui nous fait ressentir le temps comme tel. Et l'association de ces trois éléments nous ont donné ce splendide strip de Chaland. Voilà, j'ai fini.
rattrape à la sortie, on peut discuter avec lui. Peut-être une question, si il faut que ce soit discuté avec lui, je propose qu'il a besoin de discuter là, si jamais on peut se retrouver au petit milieu dans Parce que ça m'intéresse. Il y a tous les élèves qui sont là. Mais à un moment donné, ça s'est éteint et j'ai dû rallumer, je ne comprends pas. J'espère que c'était pas trop Oui, long. oui, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Ah, il zoome pas, lui. Oui. Non, non, l'appareil de Christophe zoome en tournant. Celui-là, il zoome pas. Salut Yann. Ça va? Très plaisir. Ah, pointé, bonjour. Non, non, non. Mais ça me fait une mère parmi les sœurs de sa vie, après le cours, j'avais expliqué ça, il avait dit ça. Non, en fait, c'est cette année-ci que j'ai dit. Parce que je me dis effectivement, après ça, voilà, mais votre présence m'a fait vraiment très plaisir. Je vous ai tous reconnus au fur et à mesure. L'académie. Je vais rejoindre la famille. Okay. Ciao, grazie. Je peux t'aider? Non, ça va, je filme le dernier. Tout enregistré? Mais à un moment donné, j'ai vu que ça s'était arrêté. Alors j'ai relancé, mais je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Je comprends pas comment ça a pu s'arrêter tout seul. C'était noir, tout à coup c'était noir. J'ai rallumé. Est-ce qu'il y avait un... Est-ce qu'il y avait un... J'espère que je n'ai pas réenregistré sur le début. Puis on se reverra. Juste pour avoir un truc.